Alors, je sais que certains s'intéressent pas vraiment aux analyses du match. J'ai fait une analyse de match avant de parler de toute la question d'arbitrage. Si ce qui vous intéresse, c'est simplement l'arbitrage, bah, écoutez, allez voir dans la suite de la vidéo. Je parle des propos de Longoria et tout. Mais avant tout, on va quand même parler du match. Alors, le match, il a commencé tranquillement, mais il a terminé très, 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 très chaud. Et avant de parler du match, j'ai une question. Qui est ce mec? Qui est ce gars? Je ne sais pas qui est ce gars, je vous jure, je le découvre aujourd'hui. Alors, il est rentré en jeu, je crois, en Coupe de France, il avait fait une entrée en jeu intéressante, mais j'ai pas peur de le dire. Robinho Vaz, hein. C'est ça son nom. Robinho Vaz. Je vais être honnête. Si l'OM a pu faire un match beaucoup, beaucoup plus qualitatif et complet en seconde période, bah, c'est parce que ce gars est rentré. Pas que, mais il a vraiment, vraiment changé la face de l'OM en seconde période. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente fin de journée, fin de soirée, bonne journée à vous. Je sais pas trop quand vous écoutez ça. La paix sur vous. On se retrouve pour parler d'OM, RCSA. Marseille et Strasbourg font un petit match nul. Après un match qui, on va être honnête, en première période, je vais pas dire on a ronflé, mais voilà, c'était pas le match du siècle, clairement. 4 tirs, 0 cadré pour l'OM. 2 tirs, un seul cadré après une grosse occasion des mégas qu'il a mis au fond. Très, 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 très bon ballon. On va parler de Strasbourg, hein. Pas de problème. Vraiment une vraie belle équipe, beaucoup de jeunes qui iront, je pense, dans beaucoup, beaucoup de gros clubs. Voilà, donc c'est très, très, très terne. En seconde, je sais pas trop comment je vais titrer ça, mais il y a eu trop, trop de ratés. Franchement, j'ai l'impression d'avoir vu le PSG par moment au niveau des ratés, il y a eu énormément de grosses occasions pour Marseille. Regardez un petit peu, il y a littéralement 0 occasion pour Marseille en première période. Il y en a eu 6 énormes en seconde. Une seule mise, bah, qui est le penalty, littéralement de Greenwood. Donc voilà, ça indique aussi un peu long sur, ce qui n'avait pas été en première. On va quand même faire un petit point sur le classement parce que voilà, il faut aussi être, clair. L'OM reste invaincu. Strasbourg, avait quand même une belle série, hein, je le rappelle, au cas où. Voilà, Strasbourg avait vécu une période très, très sombre. Mais depuis le 8 décembre, bah, il n'avait plus connu la défaite. Voilà, un nul ici, victoire en Coupe de France, victoire contre Auxerre également, victoire à Toulouse, vraiment compliqué d'aller, gagner là-bas. Vous avez également une petite, qualification en Coupe de France et du coup, maintenant une victoire. Mais l'OM également, de mémoire, est un club invaincu depuis, voilà, 8 novembre, dernière défaite pour Marseille, donc bon, ça va. Il y a juste, 2 nuls là qui sont concédés, coup sur coup à la maison, en plus de 1-1 contre le LOSC et ici. Même si ouais, je pense qu'à la fin, l'OM, tu vois, ce match-là, il dure, allez, 10, 15, 20 minutes de plus. Bon, j'abuse un peu. L'OM devrait le gagner. Il y avait quand même une menace plus importante d'ailleurs. C'est très drôle de voir ici. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup, mais ça, c'est un algorithme qui calcule la présence offensive, la menace en attaque des équipes. En bleu ciel, c'est Marseille. En bleu foncé, c'est Strasbourg, comme vous pouvez le voir en première période. Bon, c'est très, très calme. Et regardez en seconde, il y a des gros, 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 gros pics marseillais. Parce qu'effectivement, il y a eu hein, une déferlante d'occasions de moments pour Marseille. La finition a réellement manqué. Concernant le classement, voilà, on est sur un OM qui reste deuxième. On a Strasbourg, bon, qui devrait normalement finir milieu de tableau. En fait, cette équipe a beaucoup de qualité, mais voilà, elle a un plafond de verre, je pense aussi. Voilà, là, par exemple, elle joue vraiment, vraiment le contre, les transitions. Après, elle reste vraiment bonne. Marseille est quand même bien, bien devant Lille, Monaco et tout. Ça devrait normalement le faire. Je pense que l'OM va clairement se qualifier en Ligue des Champions. À la fin de saison, ça me paraît assez clair. Pour revenir sur le match, on va être très, très clair. La première période n'a pas du tout été au niveau de l'animation globalement. Et je vais vous poser une question. On va voir si vous avez la même réflexion que moi. Je ne dis pas que j'ai la vérité. C'est simplement ma réflexion. Quel est le point commun entre ce match-là, on va dire, contre Rennes, contre Lille, et ce match-là contre Strasbourg au niveau de l'animation, ce qui n'a pas été pour l'OM? Pour moi, il y a un truc que qui est clair. La première période contre Rennes, il se passe pas grand-chose. Voilà, il se passe vraiment pas grand-chose. Il y a très, très peu d'occasions. Il y a même Rennes qui a des opportunités en contre. Alors, la première période contre Lille, elle a vraiment été. Ce match-là ici contre Strasbourg, il a vraiment pas été au niveau de l'animation de première période. Et en fait, pour moi, la réponse, elle se situe au niveau de ce joueur, Neil Maupay. En fait, il faut vraiment comprendre le rôle d'un attaquant de pointe dans une équipe de football. D'ailleurs, c'est très drôle parce que je vais justement évoquer ce cas-là vis-à-vis du match PSG City qui arrive. En fait, le 9 dans une équipe du football, il ne faut pas le comprendre simplement comme le joueur qui va marquer des buts. OK, il marque des buts, mais il a un rôle absolument complet et je te dirais même vital pour l'animation de ton équipe. Si ton 9, il n'est pas beaucoup trouvé, si on le contrôle bien, ton équipe va beaucoup, beaucoup moins bien jouer. Alors, il se peut que dans certains matchs, quand vous prenez par exemple ce match-là contre Lille en première période, où je considère que l'OM a été plutôt bon, hein, voilà, il y a eu quand même un match où
C'était assez contrôlé, tu as quand même eu 2 grosses opportunités avec un peu de finition, tu aurais pu passer. Mais soyons quand même clairs, c'était pas l'animation du siècle. On a quand même vu, Marseille mieux animer, son jeu. Là, ça a été parce qu'il y avait notamment, Greenwood, je crois qu'il y avait, potentiellement Højbjerg ou quoi, qui trouvait des très, très bons ballons, donc il y avait une possibilité de passer sur les ailes. Mais le jeu n'était pas assez fluide parce que ton avant-centre n'était pas assez bien dans le cœur du jeu. Et quand je vous dis à quel point Robinho Vaz a tout changé dans ce match-là, sa simple présence, alors il est rentré à la 46e, voilà, vraiment à la mi-temps à la place de Mopé, hein. L'autre Cyril Irola qui aura fait une entrée assez importante à la place de Cornelius. En fait, Robinho a fait littéralement ce que Mopé aurait dû faire, c'est-à-dire le jeu sans ballon. Le jeu sans ballon, il faut le comprendre comme aussi un avant-centre qui doit aspirer les défenseurs. Il y avait beaucoup, beaucoup de mouvements de la part de Robinho qui a vraiment pu poser problème à la défense strasbourgeoise. Il y a également vraiment un très, très bon jeu, on va dire, de déviation, un vrai bon pivot, un bon jeu de haut but pour remettre les ballons, on va dire, aux coéquipiers. Et en fait, littéralement et naturellement, le sens du but. Parce ce qu'on entend par le sens du but, c'est un avant-centre qui, avant même la passe d'un de ses joueurs va sentir le but et va se mettre dans une position pour marquer potentiellement. Pour vous dire, il y a une occasion que j'ai screen à la suite d'une très très belle action de, il me semble, Greenwood qui fait un gros gros décalage sur Merlin et Merlin qui passe à Robinho. Regardez le sens du but de Robinho, l'amène ici dans la surface et il a complètement battu son vis-à-vis strasbourgeois après le décalage de l'OM. Malheureusement, voilà, il n'aura pas mis cette occasion, mais ça, c'est le sens du but. Le joueur sait où il doit se placer pour réussir à avoir une très grosse opportunité. Et là, pour le coup, c'est vraiment, vraiment une opportunité énorme. Regardez un peu le ballon. En vérité, ouais, il cadre cette frappe. Elle est quasiment imparable. Il y a vraiment tout le bloc strasbourgeois qui a été déconstruit. Et tu as réussi à le déséquilibrer. Là, tu as juste ta frappe. Pour moi, Petkovic, non, Petrovic ne peut rien faire. Et voilà. Et vraiment, Mopé n'arrive plus trop à le faire ces derniers temps. Alors, il a toujours un bon jeu en remise ou quoi quand il peut être trouvé. Mais avoir ce physique-là, cet impact-là, c'est tellement nécessaire dans le foot d'aujourd'hui. Bah, quand vous prenez un joueur adverse, bah, Emega, moi quand j'ai vu Emega, les gars, je vais être honnête avec vous, j'ai vu un joueur qui pourrait jouer à l'OM, honnêtement. Pourquoi? Parce que alors Emega a vraiment touché très très peu de ballons sur ce match-là, mais à chaque fois qu'il avait une opportunité, il pouvait mettre mal la défense marseillaise. Et on va commencer à parler de certains joueurs, notamment Balerdi, qui, moi, j'en parle, à chaque fois que je parle de l'OM, je dis ça, un potentiel de fou, mais il est pas rassurant. Ce mec n'est pas rassurant. Alors, à féliciter Emega qui reste très bon. Et en vrai, l'équipe strasbourgeoise, Emega est très très bon. Santos, c'est un monstre, hein. Honnêtement, ce mec-là, moi, je le prendrais au PSG. Enfin, pour vous dire, Santos est très 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 bon. Bakwa est super bon également. Nanassi à la passe, c'est un régal. Enfin, il y a des très 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 bons joueurs de football à Strasbourg, il faut le dire. La plupart iront dans des grands clubs, ça me paraît assez clair. Mais voilà, un joueur d'impact, un avant-centre mobile, compliqué à attacher, à voir sur le terrain. Mopé, pour moi, peut être intéressant à la passe, jouer en remise et tout, mais n'a pas tout le coffre, tout le bagage pour être un neuf vraiment, je vais pas dire de classe mondiale, mais en tout cas un neuf qui est titulaire à Marseille et qui sera dangereux en plus de toute sa capacité. Moi, quand j'ai vu Robinho rentrer, j'ai vu un joueur qui était dangereux. J'ai vu un joueur qui mettait une pression à la défense strasbourgeoise, ce qui était un peu moins le cas de Mopé. Et ça a tout changé. La simple présence de Robinho a permis le jeu de l'OM d'être plus fluidifié. Naturellement, il prenait la défense centrale strasbourgeoise pour lui. Automatiquement, il y avait les autres joueurs Marseille qui avaient plus de possibilités et c'était très très bon. Surtout à partir du moment où vous aviez Quentin Merlin qui a fait une très 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 bonne entrée. Ce joueur est absolument fondamental pour Marseille. Quand il n'est pas bien, Marseille n'est vraiment pas bien. D'ailleurs, regardez un petit peu l'indinguerie. Les occasions créées sur ce match-là, vous ne rêvez pas, c'est Quentin Merlin qui a créé le plus d'occasions sur ce match. Quentin Merlin est rentré à l'heure de jeu, mais il en a créé 4. C'est devant Huberg qui en a créé 3 et devant Enrique Nadir qui en a créé 2 et 2. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation? Et ceci n'est absolument pas anodin. Donc l'entrée de Robinho a permis vraiment à avoir une vraie présence axiale à l'OM, un mec que tu peux servir pour jouer en remise en appui, mais également quelqu'un qui met une pression tout simplement pour marquer des buts et voilà, poser pour la défense strasbourgeoise à l'entrée de Merlin. Là, ça a été vraiment, vraiment très, très bon pour Marseille qui a enchaîné les occasions. Et à la fin, tu te retrouves avec ça. À un moment, c'est une vérité. Voilà, moi, si j'étais, allez, on va dire, très, très, très lucide sur ce match-là, je prends vraiment le recul. Pourquoi Marseille n'a pas gagné ce match-là? Parce que le bloc strasbourgeois était très, très bon en première période notamment. Tu arrivais littéralement pas à les mettre en difficulté. C'était un peu comme un match, bah, je vais vous le montrer. C'est un peu en fait comme ce match-là, ben, Lens PSG que j'ai évidemment vu. Un match où en première période, il s'est passé quasiment rien. Le Paris Saint-Germain n'arrivait absolument pas à débloquer le bloc adverse. Pourquoi? Parce qu'il y avait une présence axiale complètement nulle. Il y avait vraiment, vraiment aucun joueur dans l'axe qui arrivait à avoir une présence. Donc en fait, tu avais le ballon pour rien du tout et tu ne servais à rien.
Voilà, c'était un petit peu ça en première période. T'as rien pu faire. Mopé n'avait pas assez de présence et à un moment, tu peux pas toujours chercher la percussion sur les ailes. Surtout si tu fais tourner le ballon pour rien, bah voilà, tu as du mal à déséquilibrer le bloc. Sur une action, bonne action hein, quand même, hein, Strasbourg arrive à marquer. C'est ça qui est assez dingue. Lens a marqué contre le PSG après un contre plus un corner. Là, il y a juste un ballon en profondeur, ce qui peut être inquiétant. Et moi, c'est un peu le bilan que j'ai en première période. À un moment, il faut de la fiabilité. Et l'OM a besoin d'un défenseur central qui est fiable, qui est rassurant au duel. Balerdi, pour moi, est surtout un excellent relanceur, un mec qui peut trouver des passes de fou furieux. Mais ce mec-là, tu lui mets une pression, et ça fait un peu peur. Je pense que demain, tu lui mets allez, les meilleurs avançants du monde. Imaginez bien Balerdi face à des mecs de super, super haute pression. Exemple, Haaland. Tu mets Haaland, tu mets Kane sur Balerdi, je suis pas serein. Vous comprenez un peu l'idée. Alors que bon, pour moi, il y a des défenseurs en Ligue 1. Tu leur mets Kane ou Haaland, je les vois un peu mieux. Bah, Kusanov est parti à Manchester City, mais tu vois, clairement, Kusanov, tu lui mets Haaland ou Kane, je suis pas trop inquiet parce que le mec est extrêmement bon au duel. Il est vraiment rude sur l'homme. Balerdi, je le trouve un peu trop tendre et il faut un moment régler ce problème-là parce que Rouli ne peut pas être Superman absolument tout le temps. Il faut de la fiabilité, il faut des joueurs assurants. Et Balerdi, très bon relanceur soit-il, taulier peut-il être, il n'y a pas de problème là-dessus. Il peut être trop irrégulier et moins bon au duel. Voilà, pour moi, c'est. Balerdi ressemble à Marquinhos en quelque sorte au PSG, c'est-à-dire un défenseur, c'est pas le plus fort au duel, mais dans la percussion, dans la participation, dans la construction du jeu, dans la passe, il peut être très très bon. C'est ce qui fait que Balerdi est fort, mais bien sûr qu'il peut avoir des matchs où Balerdi est très très bon au duel. Simplement, je ne pense pas que c'est simplement le rôle de joueur là. Donc l'OM ira beaucoup mieux quand il y aura un joueur ben, déjà fort dans la profondeur. Je prends par exemple le but d'Emega. Emega, il te met un super beau but, ok. Maintenant, imaginez, vous avez à l'OM un défenseur central qui bah, déjà comprend bien le sens du jeu. Il voit quand même que Emega va faire un appel contre appel très très bien exécuté, mais il va quand même qu'il va le faire. Il arrive à avoir une pointe de vitesse suffisante pour le rattraper et il arrive à être assez dur sur le duel pour récupérer le ballon. L'OM a besoin de ce genre de joueur. Voilà, il faut absolument ce genre de truc, Kusanov, Pacho ou autre. Hein. Il y a plein de joueurs comme ça. Il faut que l'OM recrute un gars comme ça. Et je pense également, ce qui est intéressant dans l'analyse qu'on peut faire aussi de ce genre de match-là, contre des équipes qui jouent le bloc bas, vous savez très bien que j'ai très souvent l'habitude de voir des équipes qui jouent. Enfin, le PSG jouait contre des blocs bas, donc je sais très bien comment c'est. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est se dire, ok, toi, peut-être que tu as eu du mal à créer des occasions, tu as eu du mal à être dangereux, c'est une vérité. C'est très compliqué. Tu as besoin d'un vrai présence axiale pour réussir ça, comme on l'a expliqué. Maintenant, est-ce que l'adversaire a pu te mettre extrêmement mal? Voilà, c'est, je pense, un motif quand même de satisfaction. Il n'y a pas eu, voilà, l'OM qui a été bougé, choqué ou quoi par Strasbourg, qui aura eu une vraie opportunité, mais c'est à peu près tout. Bon, la seule opportunité qu'ils ont eue, ils l'ont mise au fond. Voilà, ça aussi, c'est une vérité. Mais je pense quand même qu'il y a des regrets, je te dirais quand même pour l'OM. Est-ce qu'il y a des regrets côté Strasbourg? Je pense que bon, tu fais un match nul au Vélodrome. En vrai, ça passe, hein, surtout quand tu es venu pour poser le bus, potentiellement contrer. Bon, ça passe. Mais je pense qu'il y a quand même des regrets côté OM parce que voilà, même si Enrique notamment, il aura pu faire des passes pas assez précises. Je sentais quand même qu'il a un peu forcé sa frappe. Bon, il peut pas toujours avoir la finition. Il a marqué un but assez dingue contre Lille. Greenwood aura tiré, voilà, vraiment beaucoup tiré, ça c'est de mémoire. Je crois que c'est le joueur avec le plus d'XG. Forcément, il a tiré le penalty. Ouais, bon voilà, il a vraiment eu beaucoup d'occasions. D'ailleurs, Robinho, bah, c'est une vérité. Après, voilà, je vais pas le charger. Les gars, il a 17 ans. De ce que j'ai vu, il va faire dans un mois environ 19 ans. On va pas le charger. Mais Robinho, il rate quand même. Je crois que Ro, il rate une occasion. Ouais. De toute façon, on voit ici hein, les grosses occasions manquées. Greenwood, il en rate trois. Trois grosses occasions manquées pour Greenwood. C'est vrai que j'ai souvenir de gros problèmes. Touche dans la surface 12. Ah, la finition a manqué. Le réalisme froid qu'avait l'OM depuis ce début de saison, hein, c'est une vérité, incarné par Rouli et justement bah, Luis Enrique, Greenwood ou quoi, eh ben, ils l'ont pas eu. Ils l'ont pas eu et je vais pas dire que c'est un peu pile ou face, mais c'est toujours la grande question. Vous voyez, ce genre de match-là, il y a vraiment plusieurs manières de les lire. Soit tu te les lis de la manière suivante. L'OM n'a pas produit assez en première période, mais a rectifié le tir. Donc, tu es quand même satisfait de ça. Je pense que le contenu, il est satisfaisant si tu vois la rectification en seconde période. Mais il n'y a pas eu de finition. Ou alors soit tu te dis, bon, en vrai, je retiens quand même la créativité, la finition, bon bah tant pis. Mais voilà, ce match-là, Greenwood est un peu plus précis. Robinho met son 1v1 littéralement avec le gardien. Ben, l'OM gagne 3-1 et on n'en parle plus, tu vois un peu l'idée. Donc voilà, factuellement, sur ce match-là, si tu prends l'ensemble, Strasbourg a eu des miettes, tu vois un peu l'idée, a eu des miettes. Alors, ils ont bien joué dans leur idée, très solide, ils essayaient quand même de sortir sur le porteur à chaque fois que l'OM se rapprochait, ok, mais ils ont eu des miettes. Ils ont marqué sur une miette, tu vois un peu l'idée. L'OM n'a pas eu des miettes. En première, c'était stérile. En seconde, ils ont eu des grosses occasions. Je pense que le contenu, il est important à retenir. Le match nul, il est nul, ok.
mais le contenu, il est satisfaisant, surtout quand tu sais que ouais, Strasbourg, vraiment une équipe, vraiment compliquée à affronter, je trouve. De terminer cette vidéo, parce que je vais encore l'oublier, souvent je l'oublie, on va encore parler de l'arbitrage. Ça, c'est la spécialité. On parle toujours d'arbitrage en Ligue 1 de toute façon. Alors, il faut savoir que Pablo Longoria, bah, littéralement, rendez-vous compte, hein, Pablo Longoria, donc président de l'Olympique de Marseille, s'est exprimé au micro de DAZN avec beaucoup d'énervement. Pablo Longoria enrage en tout cas, scandale, main sur le dos, grosse occasion de but. Je ne comprends pas jusqu'à quand ça va continuer. Il faut dire basta. Je ne l'accepte pas. Chaque week-end, ça va devenir la même chose. Chaque week-end, c'est déjà la même chose. Ils font quoi dans la salle VAR? Je ne comprends pas. Bon, pourquoi est-ce qu'il a dit ceci? Alors, j'ai essayé de retrouver les images, j'ai essayé de prendre un screen en direct, mais je n'ai pas pu. Concrètement, je vais essayer de voir si je retrouve une image ou pas. Les gars, vamos! Vamos, j'ai pu trouver une image, bah, littéralement, en fait, vidéo officielle de DAZN. Il y a une image de DAZN, mesdames, messieurs, sur Twitter. C'est historique. Bon, alors voilà, pourquoi Longoria, Pablo Longoria, je pense, pardon, beaucoup de supporters marseillais sont énervés. C'est parce qu'il y aurait vraisemblablement un pénalty en fait sur, Jonathan Rowe. Alors je sais plus trop c'est à la combienième, mais je te dirais entre la 70 et la 90e environ vers ces eaux-là. Je vais essayer de vous montrer au mieux l'image et vous allez comprendre un petit peu, pourquoi Pablo Gouria est très énervé. Alors ici, vous avez Jonathan Rowe, je vais juste enlever ma caméra, ma tête très rapidement. Vous avez Jonathan Rowe ici qui, a le ballon, vous le voyez ici sur l'écran et en fait, la considération, des supporters marseillais à cet instant-là, vous le voyez, là je mets ma tête, là j'enlève ma tête. Il y a Guelladoué, donc en fait, qui récupère le ballon, mais avec la main sur le dos, bah, comme vous le voyez ici, sur le Jonathan Rowe. Là, voilà, je vous mets la séquence d'après. Vous voyez que le ballon, il est enfin, la main sur le dos de Rowe, elle est quand même nette et en vidéo, ça se voit mieux. Je vous inviterai à voir, si vous voulez. Il y a, on va dire, une sorte de poussure comme ça. Tu sens quand même que le ballon, il est mis dessus. Voilà, ça, c'est un peu l'action en tant que telle. D'ailleurs, bah, ce qui est intéressant, c'est que sur la séquence d'après, tu vois quand même qu'il y a le bras de Doué, qui, fléchit un petit peu. Donc, bah, quand tu as une flexion, bah, je vais pas vous apprendre ça veut dire quoi quand tu as une flexion du bras. Je sens quand même que le bras, il fait un peu comme ça. Donc, bon, là, il y a clairement un problème et c'est après, cette action-là que le ballon est perdu par Rowe et qu'il tombe dans la surface et voilà. Donc je vous avoue que cette action, elle n'a pas été revue à la VAR, mais il faut comprendre ce que ça signifie quand on dit: «Elle n'a pas été revue à la VAR». C'est-à-dire que les gens, les arbitres à la VAR, littéralement, ont littéralement indiqué à l'arbitre sur le terrain: «Écoute, on a revu l'action, ça ne sert à rien de te déplacer, il n'y a pas faute». C'est exactement ce qu'ils ont dit, mot pour mot, enfin pas mot pour mot, mais grosso modo: «On a vu, il y a pas faute». Fin de la communication, tu vois un peu l'idée? Ils ont considéré qu'il n'y avait pas faute. Alors, pourquoi on considère qu'il n'y a pas faute sur ce genre d'action? Perso, je sais pas, je vais pas vous mentir parce que, ouais, pour moi, enfin, une pousse comme ça dans le dos sur la surface, généralement, c'est pénalty. Alors, moi, l'explication que je peux avoir d'un point de vue arbitral et vis-à-vis des règles du football, maintenant on a compris que les règles, voilà, c'était les règles, hein, comme quoi. La seule explication que j'ai, c'est au niveau du ballon. En fait, si vous voyez, Jonathan Rowe ici, quand il fait son contrôle, le ballon, sans qu'il soit retouché par Doué ou quoi, en fait, il bascule vraiment comme ça côté droit. Vous voyez un peu le mouvement de ma souris? Le ballon d'Euro, il est contrôlé d'une manière, bon, un peu, voilà, un peu étrange. Il a pas très bien réussi son contrôle, tout simplement et le ballon, il part un petit peu plus loin. Donc je pense que l'arbitre à la VAR a considéré qu'il y avait pas faute parce que Rowe n'avait plus le ballon en jeu et que s'il avait, par exemple, balle au pied, dans ce cas-là, une poussette comme ça aurait, mis rouge. Mais c'est la seule explication que j'ai, je vais pas vous mentir, je j'en ai pas d'autres et donc voilà, je vous laisse lire encore une fois les propos de Pablo Gouria qui est vraiment très, très énervé. Pour le coup, j'ai pas vu la vidéo en tant que telle, je suis en train de tourner mais il est énervé. Et je sais qu'il y a autre chose qui a fait crier un peu les supporters marseillais ce week-end. Voilà, ça c'est, la chose qui a vraiment, vraiment fait, qui a vraiment fait réagir aux côtés de la communauté marseillaise, qui a renforcé un petit peu, vous savez, c'est quoi la chose qui tourne, voilà, l'OM est très désavantagé en Ligue 1, le PSG, corrompt les arbitres et cetera, ce genre de trucs, comme quoi en vérité, Emine Harit, vous en souvenez, a eu carton rouge lors du Classico après, une faute sur Marquinhos et Vitinha a eu également ce genre de faute-là contre, un joueur de Lens, Machado je pense et Vitinha et a eu seulement carton jaune. Alors, je vais vous dire simplement, déjà une chose après voilà, vous répondez ce que vous voulez tout simplement. La faute de Harit et de Vitinha ne sont pas les mêmes. Je ne sais pas si vous vous en souvenez ou quoi, mais ici on parle d'un tibia qui touche, le joueur, de Lens et je crois que c'est Machado encore une fois et effectivement il y a faute, voilà, il y a pas de débat. Il y a faute de Vitinha, le jaune est logique, c'est le tibia de Vitinha qui rentre en contact, sur le joueur lensois et voilà, on est au niveau du bassin, on va dire,
il y a faute. Là, on parle d'une semelle d'Amin Harit. Semelle, je rappelle que c'est au niveau, voilà, des crampons. Les crampons d'Amin Harit, traversent la cage thoracique de Marquinhos. Il n'y a pas la même faute. Voilà, je le dis, je sais que je vous exprime des faits, vous le savez, très, très bien. La séquence d'après le montre bien. Vitinha a le tibia qui fait faute complètement, mais c'est le tibia sur le bassin. Ce n'est pas la semelle comme Harit sur au niveau du torse de Marquinhos. Donc vous voyez l'idée, en fait, on ne parle pas, de la même faute vis-à-vis de ça, même si je peux comprendre que ça peut porter à confusion. Là, voilà, j'essaie de vous exprimer au mieux ce qui s'est passé. Maintenant, vis-à-vis de l'arbitrage, alors j'en ai parlé sur une vidéo récemment, je vous inviterai à la voir si jamais ça vous intéresse, parce que j'ai vraiment parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arbitrage ces derniers temps. Pour résumer grosso modo la chose, je considère simplement que l'arbitrage n'est pas, soit il n'est pas bon dans le sens concret des choses, voilà, il y a un problème, les arbitres ne sont pas bons, ou soit les règles du football nous échappent. Voilà, c'est comme le PSG, voilà, corrompt la Ligue 1, ça c'est ce qu'on aime beaucoup dire. Cette faute-là de Singo, où littéralement il peut handicaper à vie Donnarumma, n'est pas sifflée. Il n'y a même pas eu carton jaune pour Singo sur cette action-là. Il y a eu Thomasson sur le match Excellence, bah voilà, le même match où il est en train de transpercer complètement Neves, qui est vraiment, vraiment, peut vraiment avoir une très, très grosse blessure. Il n'a pas eu de réprimande, de carton jaune, ni quoi que ce soit vis-à-vis de cette action-là. Il y a un arbitrage qui est bizarre, qui est particulier en Ligue 1, qu'on ne comprend pas, et ce, pour littéralement tout le monde. Je suis youtubeur, vous le savez bien, je reçois des messages littéralement tous les jours, des dizaines, des dizaines, des dizaines, des centaines de messages. Je crois que depuis que j'ai commencé YouTube, il n'y a pas un seul supporter qui m'a pas dit ouais, Koro, t'as vu, mon club, il s'est fait voler ce week-end. Oui, t'as vu, on s'est fait voler par l'arbitre, machin, truc. Et je vois les matchs de football, j'ai vu des erreurs d'arbitrage, des choses qu'on peut considérer bizarres pour l'OM, oui, comme pour Lyon, comme pour Nice, comme pour Rennes, comme pour Monaco, comme pour littéralement tout le monde. Et le PSG, voilà, alors je sais pas trop si vous regardez le PSG, je regarde le PSG tout le temps. J'en parle pas vraiment en vidéo, mais le PSG qui a des erreurs d'arbitrage, il y en a littéralement tout le temps. C'est pas le même impact pour le PSG que pour d'autres équipes parce que le PSG reste plus fort que les autres adversaires en Ligue 1. Donc, une équipe du PSG qui mène par exemple 3-0, qui a 3000 occasions, quand elle a des erreurs d'arbitrage, en vrai, on n'en parle pas parce qu'on s'en fiche un peu, vous voyez un peu l'idée. Mais une autre équipe comme, allez, je sais pas, Le Havre ou Lyon, ou aller dans ce genre de match très très serré, bah, par exemple ici, Marseille-Strasbourg, où il y a 1-1 jusqu'à la fin de match, on va en parler beaucoup plus, mais c'est normal. Et vous allez voir, prochain match du PSG où ils ne gagneront pas, vous allez être sûr à 100% qu'il y aura des Parisiens pour dire ouais, l'arbitrage, il a été dégueulasse, machin et tout. Mais vous êtes sûr à 100%. Vous êtes sûr à 100 000%. Parce que c'est comme ça. Donc voilà, moi je vous expose simplement les faits. Je m'en fiche sincèrement de prendre parti pour X ou Y personne. J'ai déjà évoqué cet arbitrage sur la chaîne. Je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Soit il faut réformer les règles. Parce que là, moi, j'aimerais bien entendre, par exemple, à la suite de ce genre de match où il y a la faute sur Rowe, pourquoi il n'a pas eu faute? J'aimerais entendre les arbitres, sincèrement, j'aimerais les entendre. Voilà, je ne sais pas, on a entendu les Texier après le classico pour la faute de Harit sur Marquinhos. Moi, personnellement, je l'ai comprise. Il y a une semelle qui touche le thorax, le torse de Marquinhos, il y a rouge, OK. Moi, j'avais pas vu la semelle dans un premier temps, mais pourquoi, par exemple, pour la faute de Singo, celle-ci, contre Donnarumma, il y a même pas jaune alors que c'est le même arbitre. Là, il considère donc qu'il ne met pas en danger l'intégrité du joueur. Vous voyez un peu l'idée? Donc c'est incompréhensible. Si tu es logique, cette faute-là est rouge, comme la faute de Harit, parce que c'est semelle sur torse, c'est très dangereux. Parce que là, tu déchires complètement le visage, c'est très dangereux. Ou alors tu mets pas de rouge, et dans ce cas-là, on comprend plus rien. Vous comprenez l'idée? Bon, je me suis bien bien étalé sur cette vidéo, les amis. Je vais arrêter là. Merci de l'avoir suivi en tout cas. Prenez le temps de laisser un petit pouce bleu pour m'aider, vous le savez bien. Et voilà, donc au final, on parlait du match. Là, il y a Longoria qui s'est bien énervé. Bon, à juste titre, hein, aussi défendre les intérêts du club. Mais bon, je regarde les matchs, hein, le nombre de choses très très cheloues d'un point de vue arbitral, c'est fou. Je sais pas à quel point les arbitres ont conscience de ça, je sais pas, mais ça crée beaucoup de toxicité. Ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de toxicité et en fait, on parle plus que de ça et moi, je vous avoue que j'aimerais parler football avant tout. Mais bon, voilà, on se retrouve à parler que d'arbitrage. Bref, merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était cool, prenez soin de vous et la paix sur vous.